Bonjour à tous, bienvenue au webinaire « Comment les entreprises peuvent s'adapter à la raréfaction de l'eau ». Excusez-moi. Donc, nous allons démarrer à l'heure. Merci pour votre participation. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Il y a une quarantaine de participants. On attend une trentaine d'autres. Ça va arriver. Ils vont arriver chemin faisant. Donc, nous avons ici les intervenants qui sont visibles et la présentation du webinaire que nous allons vous diffuser après le webinaire. Donc, nous démarrons. Tout d'abord, je vous présente les intervenants de ce webinaire, donc les intervenantes. Anne-Sophie Josserand de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Bonjour. Émilie Collignon de la CCI Nice-Côte d'Azur. Bonjour. Cécile Pité de la région Sud. Bonjour à tous. Et on a aussi François Robéry qui est en binôme avec Anne-Sophie pour l'Agence de l'eau, qui a suivi ce projet. Et moi-même, Claudie Bousquet, pour la CCI Aix-Marseille-Provence. Donc, bienvenue à tous. Nous aurons des temps de questions-réponses. Et par rapport au nombre de participants, ça va être difficile de donner la parole. On verra ce qui est possible de faire, mais a priori, on va fonctionner par chat. Donc, vous posez vos questions dans le chat et on a des temps de questions-réponses qui sont prévus. Alors, je garde cette diapo-là pour que vous voyez. Vous avez les coordonnées de chacun d'entre nous pour les questions qui vous viendraient ultérieurement ou les précisions qui vous manqueraient à l'issue du webinaire. Alors, comment ça va se passer? Le contenu du webinaire sera rythmé en 4 étapes. On va répondre à ces questions qui s'affichent. Donc, la question de quels sont les enjeux de sobriété hydrique pour les entreprises, avec quelques points d'actualité pour se partager une culture commune. Donc, quelle est la consommation d'eau des entreprises régionales? Comment mieux gérer l'eau en entreprise? Là, un temps de questions-réponses. Et donc, je reviens sur ces 3 précédentes étapes. On s'appuie sur les résultats d'une étude que nous venons de mener. On va y revenir dans la diapositive suivante. Et donc, les enjeux, c'est basé surtout sur les études existantes et la veille. La consommation d'eau des entreprises régionales, nous verrons qu'on a fait une collecte auprès des gestionnaires, maîtres d'ouvrage, que nous remercions, une enquête directe auprès des entreprises. Et nous avons aussi estimé les données de consommation d'eau manquantes pour les entreprises régionales. Et enfin, les solutions pour mieux gérer l'eau en entreprise avec 2 secteurs stratégiques que nous avons approfondis à l'occasion de cette étude. Et le deuxième temps du webinaire, c'est la présentation du programme 2025-2030 des aides financières de l'Agence de l'eau par Anne-Sophie et François ici présents. Et donc, c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur du programme et avec un focus pour les aides aux entreprises, puisque ce webinaire leur est destiné en priorité. Alors, j'en profite quand même pour dire, je reviens sur la diapo précédente, que nous avons plusieurs experts du sujet parmi les participants et merci beaucoup pour votre participation. Nous avons aussi beaucoup d'entreprises qui sont bien avancées sur le sujet, donc n'hésitez pas. Si vous avez la réponse à une question qui est posée dans le chat, de la donner, puisque c'est un mode collaboratif que nous apprécions. C'est vrai que de temps en temps, c'est difficile d'animer, de présenter tout en répondant aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des réponses, on compte sur vous aussi. Bien sûr, on n'aura pas réponse à tout, mais on essaiera de vous donner soit la réponse au moment de questions-réponses, soit à la suite au webinaire par email. Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'une étude sur laquelle repose, qui a généré un peu, qui a occasionné le webinaire. Alors, ça part du constat de la raréfaction de la ressource, qui est pas un scoop, on va dire. La ressource est limitée, se raréfie par l'accroissement de la population mondiale, les changements climatiques et les pollutions. Il y a une pression qui est toujours croissante sur à la fois la qualité et la quantité d'eau disponible. Les entreprises doivent anticiper la raréfaction de la ressource, apprendre à l'économiser, en optimiser l'usage. Et dans le cadre du plan eau du gouvernement qui a été lancé en 2023, début 2023, qui vise à réduire de 10% les prélèvements à l'échéance 2030 et de la contribution attendue de tous les secteurs économiques,
Le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est mobilisé sur la question de la sobriété hydrique. Elle se mobilise à travers des événements de sensibilisation qu'elle organise pour les entreprises du territoire, à travers l'accompagnement des chargés de transition écologique qui conseillent les entreprises sur ces sujets et les aident aussi à monter des dossiers de financement. Et enfin, et c'est la raison de ce webinaire aujourd'hui, le réseau des CCI de la région a réalisé avec le soutien de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud une étude sur la gestion de l'eau au sein des entreprises de la région, avec pour ambition d'identifier des solutions pour s'adapter. Donc ici, vous voyez les 3 objectifs principaux de l'étude. C'est d'abord cerner les enjeux de la gestion de l'eau pour les entreprises et recenser les dispositifs existants. Évaluer la consommation d'eau des entreprises, on en a parlé, hein, on voudrait avoir une vision d'ensemble des activités. On connaissait les consommations des gros préleveurs, mais on avait besoin d'une vision d'ensemble sur notre territoire. Donc on a parlé de la collecte des données auprès des gestionnaires, que je remercie à cette occasion, et par enquête directe auprès des entreprises. Puis, on a estimé les données de consommation manquantes à partir de modèles statistiques. Et enfin, on a identifié des solutions avec les chefs d'entreprise ou avec les responsables HSE en charge de la thématique, et pour établir des recommandations d'action pour l'ensemble des entreprises. Alors, on a fait une enquête téléphonique aussi, tout secteur d'activité, sur les pratiques, mais on est allé plus loin pour 2 secteurs d'activité en particulier, à partir d'une vingtaine d'interviews et de l'animation de 2 focus group. Alors, rapidement, les enjeux, c'est pour poser le contexte et qu'on se partage une culture commune des enjeux avec quelques points d'actualité. Tout d'abord, on a une ressource en eau renouvelable qui est en diminution en France métropolitaine de 14% entre les périodes que vous voyez affichées, donc récentes, avec une réduction supplémentaire attendue. Donc, ça ne va pas s'arranger. C'est-à-dire que l'eau va se faire de plus en plus rare et il y aura une pression aussi à la fois sur la quantité, mais aussi sur la qualité de l'eau. Donc, les raisons sont essentiellement la baisse des précipitations et l'augmentation des températures qui génèrent plus d'évapotranspiration. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous ai mis les données de l'Agence de l'eau sur le bassin Rhône-Méditerranée. Vous voyez que c'est pas mieux. Dans le sens où on a longtemps considéré Provence-Alpes-Côte d'Azur comme une région sécurisée en termes de ressources en eau. On a aussi une tension croissante en termes de disponibilité de la ressource, avec des épisodes de sécheresse plus intenses et plus fréquents, la diminution du manteau neigeux et l'affaiblissement des nappes phréatiques qui compliquent fortement l'approvisionnement. À cela s'ajoute un phénomène d'intrusion saline qui menace la qualité des ressources. Et tous ces bouleversements affectent directement les activités économiques et la stabilité des territoires. Alors, on remarquera en plus que l'actualité est de plus en plus marquée par des sécheresses prolongées. Celle de 2022 était la plus sévère depuis 1959, mais on se doute qu'on ne va pas attendre si longtemps pour avoir une nouvelle de la même ampleur. Donc là, vous avez la carte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est pleinement concernée par cette sécheresse historique, avec les niveaux de restriction crise, de restriction d'usage de l'eau qui apparaissent ici. On a aussi des inondations dévastatrices qui sont de plus en plus répétées. On a des conflits d'usage au niveau national violents autour du partage de l'eau et des projets d'aménagement hydraulique. Pour l'instant, moins dans notre région, mais c'est un fait national. Et cette situation est accentuée par une augmentation des besoins et des fuites d'eau importantes, dues au vieillissement des infrastructures. Donc, on a 20% de l'eau potable en France qui est perdue dans les fuites. Et c'est encore plus vrai en zone rurale. Dans les Alpes, on est à 40%. Donc, au rythme actuel des investissements, sachant que la durée de vie d'un réseau type dans ce secteur est d'environ 70 ans, au rythme actuel des investissements, on a calculé que le renouvellement des réseaux de distribution prendrait environ 130 ans. D'où la nécessité d'accélérer ce processus, notamment en zone rurale, afin d'abaisser le taux de fuite à 15% selon la réglementation en vigueur. Alors, quelles sont les conséquences pour les entreprises? Je ne vais pas tout commenter, vous aurez le support de présentation. Hein. Ce qui est important, c'est que à l'issue du webinaire, j'ai oublié de le rappeler, vous aurez un message automatique avec l'accès au replay. Vous pourrez télécharger le support et vous aurez accès à l'étude complète qui donne plus de détails sur chaque point abordé.
Donc, vous aurez tous ces éléments-là à l'issue du webinaire, en automatique. On a pour les conséquences pour les entreprises, bon, ce qu'on sait, c'est que toutes les entreprises dépendent de la ressource, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille. On parle beaucoup des investissements qui sont importants si on veut économiser beaucoup d'eau dans les entreprises. Mais au niveau international, on a évalué les impacts financiers potentiels des risques liés à l'eau 5 fois plus élevés que les coûts associés à l'inaction. Ce résultat est lié à l'augmentation des coûts opérationnels liés à la détérioration de la qualité de l'eau et aux perturbations d'approvisionnement. Donc, si les entreprises devaient assumer tous les coûts liés à la diminution des volumes d'eau et à l'intensification des opérations de traitement, ainsi qu'au renforcement des réglementations en matière de rejet d'effluents, elles verraient leurs bénéfices moyens diminuer de 18% dans l'industrie chimique à 116% dans l'industrie agroalimentaire. Alors, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans le détail de cette étude, mais je vais vous donner la référence. Elle est dans l'étude aussi, puisqu'on a fait une revue documentaire. Je vous mets ça ensuite dans le chatter pour avoir plus de détails. Donc, c'est un impact financier qui a été évalué en 2020. Je vais vous donner les sources, c'est Carbon Disclosure Project. Et donc, quand je parle du rapport de A5, c'est en dollars à l'échelle. Donc, c'est une évaluation à l'échelle mondiale. On verra ça dans un second temps. Je vous donne des éléments de contexte et puis ensuite, vous aurez tout le détail dans l'étude avec les sources. Alors, chez nous, le MEDEF a fait aussi un point sur quelles conséquences pour les entreprises, et c'est réduire la production, provoquer des fermetures partielles, empêcher l'implantation de nouvelles entreprises, et puis un arbitrage des autorités en priorisant la santé publique, la sécurité civile, l'eau potable, tandis que les besoins industriels, agricoles et énergétiques seront gérés en fonction des ressources disponibles. Tout ça en lien avec l'approvisionnement, les perturbations d'approvisionnement, les restrictions d'usage et le durcissement des autorisations de prélèvement et de rejet, plus les risques d'inondation. Alors, on sait que tout le monde est concerné, mais c'est vrai que certains secteurs sont particulièrement vulnérables aux effets de la sécheresse. Donc, c'est notamment le cas de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie. L'agriculture, la sécheresse, pour l'agriculture, la sécheresse compromet l'irrigation des cultures, qui est essentielle pour maintenir les rendements, surtout en été. Pour l'énergie, les centrales nucléaires et hydroélectriques dépendent complètement de la ressource en eau. Pour l'industrie, l'eau est essentielle à de nombreux processus. Pour l'agroalimentaire ou la cosmétique, c'est souvent un ingrédient. Donc, tous ces éléments rendent encore plus fragiles certains secteurs d'activité. Le contexte de la gouvernance de l'eau est complexe. On a un modèle français de gouvernance qui a été adopté en 1964 qui atteint ses limites parce que organisé par bassin hydrographique, c'est cohérent avec la présence des grands fleuves, avec la réalité géographique de la ressource, mais ça correspond pas au découpage administratif du pays, voilà, c'est-à-dire commune, département, région. Donc ça fonctionne, mais c'est pas une gouvernance des plus simples. Et donc ça crée des confusions aussi dans la répartition des responsabilités, des moyens décisionnels selon les territoires. Cette complexité est augmentée par un cadre légal multiple, composé de 4 lois sur l'eau et d'une directive européenne, et la réglementation tend et tendra à se renforcer. D'ailleurs, dès le 1er janvier 2025, nous avons une nouvelle directive européenne appelée CSRD qui concerne les grandes entreprises. Et donc, ces grandes entreprises doivent notamment garantir la mise en œuvre de mesures d'économie d'eau et donc travailler sur leur empreinte eau globale. Alors, on peut se dire, bon, chez nous, on a surtout des PME, des TPE, sauf que par effet de ricochet, ce levier réglementaire est assez puissant, puisqu'il concernera de nombreuses entreprises sous-traitantes qui devront justifier aussi de leur utilisation de l'eau. Alors, parmi les dispositifs de soutien, il en existe plusieurs, mais on va dire que je vais plutôt me focaliser sur les plus récents et structurants. Le plus structurant est le plan eau du gouvernement lancé en mars 2023. Donc, il prévoit 53 mesures organisées autour de 3 enjeux. Donc, organiser la sobriété des usages de l'eau pour tous les acteurs, en réduisant de 10% les prélèvements d'eau à l'horizon 2030,
optimiser la disponibilité de la ressource, sécuriser l'approvisionnement, préserver la qualité de l'eau et restaurer les écosystèmes. À cette occasion, 55 sites industriels sont engagés dans le plan de sobriété hydrique national, dont 10 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces 55 sites représentent un quart de la consommation d'eau de l'industrie française. Et chez nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 10 sites qui sont ici nommés, qui sont plutôt, qui concernent les secteurs chimie, pétrochimie et métallurgie. C'est pour ça que ce n'est pas des secteurs que nous avons approfondis dans le cadre de l'étude, étant donné qu'ils font déjà l'objet d'études et d'accompagnement spécifiques. Le rôle de l'Agence de l'eau dans ce dispositif, parce que je reviens au plan haut du gouvernement, c'est l'opérateur dans les territoires, c'est l'opérateur majeur dans les territoires. Je ne vais pas trop détailler cette partie puisqu'on a des intervenants de l'Agence de l'eau qui parleront mieux que moi de leur rôle et de leur fonctionnement en introduction des aides financières. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que depuis le plan haut du gouvernement, sur le bassin Rhône-Méditerranée, on travaille aussi à réduire la quantité d'eau. On a des aides aussi qui se développent pour la sobriété. Jusqu'à présent, beaucoup d'aides sur la qualité de l'eau, la gestion des effluents, mais pas sur la quantité. Mais depuis le 2023, c'est intégré pleinement. On a des objectifs d'économie d'eau pour les entreprises sur notre territoire et un budget en augmentation sur cette partie. Ça sera représenté dans un second temps. Je passe la parole à Cécile Pité de la région Sud pour vous parler du plan hors bleu de la région. Oui, merci Claudie, bonjour à tous. Voilà, je suis ravie d'avoir la parole juste pour cette diapo, pour vous rappeler que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est mobilisée depuis de nombreuses années sur le sujet de la ressource en eau. Son implication, elle date de 2007, qui a été une année avec une première sécheresse importante. Et donc, le service dans lequel je travaille s'est mis en ordre de marche et s'est organisé pour faire que la région dispose d'un cadre d'intervention financière en faveur des actions de gestion durable de la ressource en eau. Alors, ce cadre d'intervention, il vise plutôt les gestionnaires milieux, les syndicats de rivière ou les EPCI qui sont aujourd'hui depuis 2018 et la création de la compétence GEMAPI officiellement compétente sur ce sujet. Et dernièrement, donc, notamment suite à la sécheresse de 2022 et après les états régionaux que le président de région a souhaité tenir, donc on a voté ce qu'on appelle le plan hors bleu, qui s'articule donc autour de 6 axes et qui se veut appeler tout le monde à prendre ses responsabilités et chaque acteur à s'investir dans cette réflexion sur la gestion durable de la ressource en eau. 2022, on a vu que même nos ressources sécurisées ont été mises en tension. Ça veut dire que c'était une première alerte. On a passé la crise, mais réfléchissons à l'avenir. Donc, ce plan et les 6 axes dont il est composé, un premier axe s'attache à la gouvernance. Et nous, région, nous avons une mission d'animation que l'on continue de piloter. Mais la gouvernance, ça veut bien dire réfléchir à plusieurs sur les différents enjeux. On a un volet important sur la modernisation des réseaux d'irrigation et les économies d'eau en agriculture. Claudie en a parlé. C'est un secteur qui est essentiel, évidemment, mais qui consomme de l'eau et donc qui a des marges de progression en termes de gestion et d'économie d'eau. La région ensuite souhaite se positionner en tant que collectivité exemplaire sur son patrimoine, c'est-à-dire que la direction des lycées a mis en œuvre le plan lycée est en train de regarder les consommations d'eau, les aménagements possibles à faire au sein des établissements scolaires. 2 axes qui ont été mis en gras parce qu'ils concernent là encore plus tous les secteurs, mais aussi donc le secteur économique. Donc promouvoir la sobriété pour l'ensemble des usages de l'eau et dans tous les secteurs professionnels. Et c'est bien pour ça que la région, quand le groupement des CCI est venu proposer cette étude, c'est bien pour ça que le service a subventionné cette étude et a participé tout au long du déroulé. On a un axe sur le développement de l'innovation.
Alors pour nous, la réutilisation des eaux usées traitées en région, on peut encore voir ça comme une innovation parce qu'elle est très peu utilisée, même si c'est une technique qui existe de par le monde de façon éprouvée. Mais chez nous, ça reste encore à développer, ou en tout cas à voir dans quel secteur on peut la développer. Et puis un axe de ce plan, enfin, sur la communication et l'information, la région a mis en place à l'été 2023 une importante campagne de communication sur la sobriété qui pourra être réactivée, cette campagne, si besoin, dans les étés et les années à venir. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Je donne la parole maintenant à Émilie Collignon de la CCILIS Côte d'Azur qui va nous parler de la consommation d'eau des entreprises régionales. Merci Claudie, bonjour à tous. Donc effectivement, une fois que les enjeux de la gestion de l'eau et des dispositifs de soutien ont été identifiés, nos efforts se sont concentrés sur l'évaluation de la consommation d'eau liée aux activités économiques en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette évaluation s'est effectuée en plusieurs étapes. La première, une collecte de données de consommation annuelle des entreprises, donc à la fois auprès des gestionnaires d'eau locaux, mais également directement auprès des entreprises via notre panel de conjoncture et une enquête téléphonique dédiée. Cela nous a permis de recueillir la consommation d'eau annuelle sur l'année 2022 et ou 2023 pour plus de 14 000 établissements en région. L'ensemble de ces données a ensuite été compilé et normalisé en vue d'élaborer un modèle d'estimation statistique. Après une phase de test de plusieurs modèles et de combinaisons de paramètres, nous sommes parvenus à un modèle d'estimation robuste qui nous a permis de compléter les consommations d'eau pour les établissements pour lesquels nous n'avions pas eu l'information en phase de collecte, et nous avons pu ainsi évaluer l'ensemble de la consommation d'eau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur liée aux activités économiques. Je vais à présent vous présenter les principaux résultats de cette évaluation. Ah oui, voilà, hop, la slide n'était pas passée, désolée. Donc voilà, en région, ce sont 139 millions de mètres cubes consommés par an par les activités économiques. Plus de 50% de cette consommation est liée aux établissements de services. Parmi les services les plus consommateurs, nous pouvons citer les activités immobilières, notamment les syndics et tout ce qui est lié à la gestion de l'immobilier, les activités relatives aux services paysagers, mais également à l'entretien des bâtiments. À noter que le poids important de la consommation des services est également à mettre en relation avec le grand nombre d'établissements relevant de ce secteur en région. L'industrie se place quant à elle en seconde position. Elle totalise plus d'un tiers de la consommation d'eau liée aux activités économiques pour seulement, entre guillemets, 9% des établissements employeurs. Aussi, en moyenne, un établissement industriel consomme 2,5 fois plus d'eau qu'un établissement de service. Parmi ces activités industrielles les plus consommatrices d'eau, nous retrouvons les industries agroalimentaires, l'industrie chimique, dont la parfumerie cosmétique, et la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques qui correspondent notamment à la fabrication des matériaux de construction. Après avoir quantifié cette consommation d'eau des entreprises régionales, nous avons tenté de mieux cerner la problématique de la ressource en eau au sein des entreprises. Donc, quel est son usage, d'où provient-elle, quelle est la gestion qui est mise en place de la ressource, et ce via l'enquête téléphonique réalisée au démarrage de l'étude pour collecter les données de consommation et dans laquelle nous avions intégré des questions sur ces sujets. Alors, avant que je vous dévoile les résultats de cette enquête, je vais vous poser une petite question. Et selon vous, à combien évalueriez-vous la part des entreprises ayant mis en œuvre des mesures pour mieux gérer leurs ressources en eau? Donc, normalement, à votre écran, vous avez dû voir apparaître une petite fenêtre de sondage. Donc, je vous propose de soumettre votre réponse. Donc,
j'enchaîne et nous verrons comment vous vous positionnez sur ce sujet. Donc, concernant les usages de l'eau, il est apparu que l'essentiel de la consommation d'eau des entreprises enquêtées répondait à des usages liés aux besoins de leurs employés, puisqu'en moyenne, les entreprises enquêtées ont évalué que cet usage sanitaire représentait 73% de leur consommation en eau. Alors attention, puisque ce ratio est une moyenne, il varie fortement en fonction du secteur d'activité dans l'entreprise. Aussi, les usages de l'eau sont beaucoup plus diversifiés dans le secteur industriel et notamment dans certaines activités de services spécifiques comme les parcs aquatiques, les parcs d'attractions ou les salles de sport. Concernant l'approvisionnement, moyenne 90% de l'eau consommée par les entreprises enquêtées est issue du réseau public de distribution. Alors, une fois encore, ce ratio va varier en fonction du secteur d'activité et les approvisionnements autres que le réseau public vont s'observer à nouveau de manière plus importante dans le secteur industriel. Donc, et voilà maintenant la réponse à notre sondage. Ah, donc finalement, la part est un peu plus élevée que ce que vous aviez estimé, puisque plus de la moitié d'entre vous pensaient que seulement 25% des entreprises avaient mis en place des mesures. Ben, ce sont 37% des entreprises qui sont engagées dans des actions de sobriété hydrique. Et une fois encore, le ratio va varier en fonction de l'usage principal de l'eau qui est fait dans l'entreprise. Et il atteint même 73% dans les entreprises où l'usage majoritaire de l'eau est fait pour entrer dans la composition du produit. Alors, concernant les mesures qui sont mises en place, près de la moitié concernent des actions de sensibilisation de leur personnel et de formation à une meilleure gestion hydrique. Alors maintenant, si l'on s'intéresse d'un point de vue territorial, on a remarqué que la consommation des entreprises, du moins le volume de consommation, était fortement lié au poids économique de chaque département, donc tant en termes de nombre d'établissements que d'emplois. Donc la consommation d'eau suit globalement le tissu économique des départements et que quel que soit le département ou le territoire analysé, l'industrie représentait toujours un peu plus d'un tiers de la consommation des activités, de la consommation d'eau liée aux activités économiques. Alors, une fois ce bilan dressé, nous avons identifié des secteurs d'activité économique stratégiques et potentiellement très vulnérables en cas de raréfaction de la ressource eau. Plusieurs critères ont guidé cette réflexion. Tout d'abord, le volume de consommation, qu'il s'agisse du volume global ou du volume d'eau par établissement, emploi ou chiffre d'affaires. Ensuite, le nombre d'établissements concernés par le secteur économique. Nous avons ainsi choisi d'écarter les secteurs qui enregistraient une importante consommation d'eau par établissement, mais dont le nombre d'établissements à l'échelle régionale était relativement faible. Par exemple, ce fut le cas des activités de raffinage, d'autant plus que ces grandes entreprises font souvent l'objet d'accompagnements spécifiques dans le cadre du plan de sobriété hydrique national. Le troisième critère, donc, c'était la dépendance de l'activité à l'eau, donc soit les usages de l'eau effectués par l'entreprise. Et nous avons ainsi écarté les activités pour lesquelles la consommation d'eau s'apparentait plutôt à une consommation domestique, répondant à des usages sanitaires, et ou principalement effectuée chez le client, comme cela peut être le cas dans les activités relatives à l'aménagement paysager. Et ensuite, donc une fois cette analyse effectuée,
Nous avons retenu 4 secteurs d'activité: l'industrie agroalimentaire, l'industrie parfumerie cosmétique, le tourisme et la fabrication de produits minéraux non métalliques. Donc, nous avons choisi de retenir au final uniquement l'industrie agroalimentaire et la parfumerie cosmétique, puisque les activités touristiques faisaient déjà l'objet d'une autre étude, notamment dans le cadre du projet réseau. Et concernant la fabrication des produits minéraux non métalliques, il nous est apparu plus pertinent finalement de traiter ces activités dans le cadre d'une étude spécifique liée à l'ensemble de la filière BTP pour la couvrir en fait de l'amont à l'aval, et d'autant plus qu'une fois encore, dans ces activités, la consommation d'eau est peut-être difficilement quantifiable du fait à un raccordement chez le client. Et je passe à nouveau la parole à Claudie pour approfondir nos 2 filières stratégiques. Oui, merci Émilie. Alors, nous avons vu qu'on a pris déjà un petit peu le pouls de l'ensemble des secteurs d'activité. Et pourquoi on va approfondir ensuite l'agroalimentaire et la parfumerie cosmétique. Et donc là, c'est vraiment une partie qui repose sur les interviews d'acteurs de la filière et l'animation de focus group. Donc merci beaucoup encore. Ils seront nommés un peu plus tard, et c'est nommé aussi dans l'étude, à toutes les entreprises participantes à cette étude. Avec un petit clin d'œil pour les personnes qui sont en live ici, Charles et Alice, Marie Blachère, Aromazone, Pernod Ricard, Calisson du Roi René, et bien d'autres, Provence Chips. Et donc, je dois en oublier, je m'en excuse parce que voilà, vous êtes assez nombreux aujourd'hui pour nous avoir permis d'approfondir des éléments plus spécifiques à ces filières. Donc, pour le secteur alimentaire, une des spécificités, c'est la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'on cherche une eau dite de qualité alimentaire. Elle doit être très propre, très pure pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire, que ce soit un ingrédient ou qu'elle soit en contact avec les ingrédients. Donc la recherche d'hygiène engendre un usage massif de la ressource et il y a un enjeu de préservation de cette ressource qui depuis longtemps est considérée comme une richesse, tout en répondant à des exigences sanitaires élevées. Donc là, je voulais donner un exemple assez simple. C'est par exemple l'utilisation de détergents qui ont une meilleure rinçabilité pour réduire les rinçages sans qu'on retrouve des traces de détergent sur les machines ou les produits finis. Voilà, donc ça peut être de ce ressort-là. Donc à savoir, tout à l'heure, on avait un panorama très global de l'usage de l'eau, mais dans l'agroalimentaire, c'est 80% d'usage dans le nettoyage, et ensuite eau de process, eau ingrédients et usage des salariés aussi. Pour vous remettre un petit peu le contexte de l'industrie agroalimentaire, et à savoir que c'est très compliqué de mener des projets de réutilisation des eaux usées dans un contexte sanitaire plus qu'exigeant, parce que il y a des vétos d'entrée dès qu'on parle de réutiliser des eaux usées pour l'alimentaire. Et c'est pour ça que récemment, pour aller plus loin, la réglementation s'est assouplie. C'est le volet réglementaire du plan eau du gouvernement, en juillet 2024 notamment, pour le secteur agroalimentaire, pour pouvoir utiliser davantage d'eau usée. Mais c'est pas forcément, il y a différents niveaux d'utilisation. Alors, les freins à la gestion de l'eau. Et de toute façon, si vous ne faites pas partie du secteur agroalimentaire, vous y retrouverez aussi sur une grande partie des éléments, notamment pour les industriels. Donc, globalement, l'eau n'est pas encore assez chère pour entrer dans les premières lignes d'investissement des entreprises. Donc, c'est pas qu'elle est pas chère, hein, bon. C'est qu'elle est relativement moins chère que l'électricité ou le gaz. Donc, les urgences sont ailleurs. Et elle est relativement accessible. À savoir que quand même, le prix de l'eau a augmenté cette année, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, on sait que c'est aussi un coût à maîtriser à l'avenir qui va être important. Surtout, on a parlé des coûts de rénovation des réseaux de distribution. Donc, ça va engendrer aussi des répercussions sur le prix de l'eau. Donc, globalement, un coût relativement faible et l'illusion de l'abondance, puisque ça coule toujours au robinet.
Donc, il n'y a pas ce sentiment aussi, comme on peut avoir avec l'électricité, que le prix évolue selon les périodes de sécheresse. Non, on a un prix constant toute l'année. Alors, il faut savoir que certaines entreprises nous ont rappelé que l'électricité était pas chère il y a quelques années et que on faisait pas attention si les machines qu'on achetait étaient énergivores ou pas, puisque c'était pas cher. Donc, il y a quand même un problème de coût d'accès, de prix qui est ressorti. Donc, on ne priorise pas sa gestion parce que pour l'instant, c'est pas un problème de la payer. Alors, en tout cas, il y a d'autres priorités plutôt. Ensuite, c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut mettre en place facilement, mais dès que on veut vraiment économiser massivement de l'eau, ça va générer des investissements financiers lourds, surtout sur d'anciens sites industriels qu'il faut adapter. Et donc, c'est un frein également, d'autant que comme on calcule le retour sur investissement habituellement, on a du mal à avoir des retours sur investissement à court, moyen terme. On est plutôt sur moyen-long terme, en général, surtout sur les équipements de réutilisation des eaux usées. Donc, il y a quelques équipements qui permettent d'économiser d'autres énergies, mais il y a aussi des équipements qui ont un transfert d'impact. Donc, on parle de réutiliser les eaux usées, on va consommer un peu plus d'électricité. Donc, pour certains, c'est une histoire sans fin, comme c'est nommé ici en dernier frein. On a aussi, on a déjà parlé des contraintes sanitaires qui freinent des projets, avec des vétos. Ensuite, des solutions moins connues aussi. Voilà, les solutions viennent moins facilement, sont moins connues que celles, par exemple, pour économiser de l'électricité. Plus facile à mettre en place, on change les luminaires, on met des détecteurs de présence, puis des panneaux photovoltaïques un peu plus tard, et on fait tout de suite de grosses économies. Pour les équipements liés à l'eau, plus économes en eau, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire rapidement à un coût accessible, et puis après, si on veut économiser massivement de l'eau, c'est une autre affaire. Et puis, il y a la question des banques aussi, qui en général ne prêtent pas d'argent si l'investissement n'est pas rentabilisé dans les 7 ans. Et à la limite, pour les outils industriels, les chefs d'entreprise arrivent à aller jusqu'à 10 ans, mais au-delà, pour 15-20 ans, c'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question-là, à savoir comment on calcule le retour sur investissement aussi, puisqu'on n'intègre pas le facteur risque dans ce calcul. Donc, c'est peut-être pas, comme on l'a vu sur l'étude précédente menée à l'échelle internationale, on ne calcule pas forcément toutes les dimensions de l'accès à l'eau. Alors, maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, globalement, le point de départ, c'est de prendre conscience de l'enjeu de l'eau. Avant de se lancer dans une gestion responsable dans l'entreprise, il faut comprendre bien les enjeux. C'est pour ça qu'on a fait un petit récapitulatif précédemment, en disant que toutes les contraintes se renforcent et que la ressource diminue. Bonne nouvelle, si vous êtes ici au webinaire, c'est que vous avez conscience de l'enjeu et vous avez donc déjà franchi cette étape. Mais il vous reste peut-être à convaincre, si vous n'êtes pas le dirigeant de l'entreprise, votre direction, si vous êtes le dirigeant, vos associés, etc. Donc, il y a vraiment, d'abord, la base, c'est de motiver, de convaincre sa direction ou la direction et toutes ses composantes. Et donc, qu'est-ce qui peut motiver? Les aides financières. Alors, on va parler des aides financières de l'Agence de l'eau. Donc, elles sont récentes et donc pas encore très connues. C'est pour ça qu'on va en parler aussi, puisque sur la partie quantité, sobriété, c'est assez récent. Après, les autres aides sur la qualité de l'eau, c'est ancien, mais cette partie-là, c'est assez nouveau. Et on ne s'improvise pas forcément non plus sur ces projets-là. Parce que déjà, on n'a peut-être pas un référent qui suit le sujet dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une question aussi. Donc, c'est l'étape 2. Mais d'abord, motiver, convaincre. Les aides financières, les contraintes réglementaires. On a vu avec l'enquête, on n'a pas donné tous les résultats, mais l'enquête téléphonique, près de 1500 entreprises, nous a permis de constater qu'il y avait 8% seulement des entreprises en région qui avaient été concernées directement par un arrêté sécheresse. Mais en revanche, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une forte corrélation entre avoir déjà connu une période de restriction d'utilisation de l'eau et la mise en place de mesures. Donc, en gros, c'est vrai que dès qu'on a connu une période de restriction, forcément, on s'organise pour ne plus être dans une situation aussi délicate. Donc, ça, c'est vraiment flagrant. Et les contraintes réglementaires se renforcent. Ensuite, c'est vrai que toutes les démarches
RSE, ça pousse à se questionner sur notre dépendance à l'eau et derrière, il se passe des choses aussi. Le label, le statut que ça peut donner aussi, il existe aussi une mesure internationale de l'empreinte eau qui est peut-être pas facile pour les personnes qui suivent pas le sujet à mettre en œuvre, à comprendre. C'est la norme ISO 14046, norme internationale qui définit ce qu'est une empreinte eau, mais c'est encore difficile d'accès aux non-spécialistes, d'où le référent eau qui peut, et puis souvent on a vu que c'était des responsables HSE, qualité, qui ont l'habitude de gérer aussi des référentiels qui se chargent de ça. Et derrière, bien sûr, il y a des accès à de nouveaux marchés. Donc, on l'a vu qu'il y a déjà 50 000 entreprises européennes qui vont devoir tracer l'eau de leurs fournisseurs, leur eau à eux, mais aussi l'eau qu'ils engendrent. Et donc, derrière, ça va se répercuter sur les plus petites entreprises, mais aussi, ça peut être de plus en plus présent dans les critères de différenciation de l'offre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut convaincre la direction. Après, il y a les économies financières pures sur la gestion des effluents, traitement des rejets, l'accès à l'eau. Et puis, la question de la vulnérabilité, de la gestion des crises qu'il faut anticiper. Ensuite, la deuxième étape, donc, c'est la désignation d'un référent eau, l'audit des consommations d'eau de l'entreprise. Donc, l'audit, c'est en fait une cartographie des usages de l'eau dans l'entreprise, ça part de là. Donc, souvent, on a un compteur et on commence à mettre en place des sous-compteurs d'eau pour savoir où est-ce on dépense beaucoup, où est-ce qu'on peut économiser, où est-ce que ça fuit aussi. En comparant entre vendredi soir et lundi matin, ce qui a continué à consommer. Ça nous permet de détecter les fuites. Et puis, voilà, ça permet de mener des campagnes régulières de détection des fuites et de suivre, de mieux piloter la ressource. Ensuite, c'est de sensibiliser toutes les personnes de l'entreprise et qui gravitent autour de l'entreprise, donc les fournisseurs et les clients aussi. Donc, sensibiliser son personnel, ça donne aussi du sens ça fait vivre une certaine culture d'entreprise. C'est quelque chose de motivant aussi de voir sa direction mobilisée sur ces sujets. Et puis, ça permet aussi à chacun à son niveau, dans son service, de faire attention et de mettre des critères aussi, peut-être pour ses achats, qui donnent un peu plus de valeur, en fait, à l'eau consommée. Ensuite, les bonnes pratiques peuvent être valorisées aussi au sein de l'entreprise. Et donc, ensuite, c'est au niveau des fournisseurs et des clients qu'on va agir, mais c'est d'abord à l'intérieur de l'entreprise. Et on a vu qu'il y avait quand même aussi un enjeu de rendre accessible un sujet très technique. C'est-à-dire quand on parle en mètres cubes, ça parle à personne, on n'a pas de référence. En revanche, si on commence à parler en verre d'eau ou en piscine, là tout de suite on arrive à peu près à quantifier les économies d'eau ou les dépenses. Donc c'est vrai qu'il va falloir aussi rendre lisible ce sujet. C'est une question aussi globale. Ensuite, mettre en œuvre des actions pour économiser l'eau. Donc, il y a plein aussi de petits équipements qui sont accessibles, comme les mousseurs d'eau, les détecteurs de présence. Il y en a beaucoup, mais dès qu'on veut vraiment économiser en masse, il va falloir prévoir les investissements et aller vers des équipements hydroéconomes, la revalorisation des eaux. Donc ça, c'est une étape un peu plus... C'est un gap quand même important. Alors, les 3 premières étapes, vous vous dites, bon, on n'économise pas beaucoup d'eau là. En même temps, toutes les entreprises nous ont dit, c'est la base. Si on n'est pas passé par là, on ne peut pas aller à la suivante. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette partie. D'autant que, quand on a besoin aussi de repères. Donc, derrière, il y a des repères aussi de consommation d'eau par activité qui se développent. Et puis, connaître ses usages, piloter la ressource, ça part de là. Et convaincre aussi toutes les parties prenantes. Et enfin, mesurer la performance dans le temps sur ce sujet-là, de l'empreinte eau. Et donc, j'ai pris une phrase, mais il y a tellement vous verrez dans l'étude, il y a énormément de citations parce que c'est les chefs d'entreprise ou les personnes, les responsables chez ceux qui en parlent le mieux. Voilà, c'est toute l'expérience aussi technique vécue, les obstacles, ce qui a fonctionné. Donc, je vous encourage vraiment à regarder dans le détail. Mais ici, on pourrait prendre une seule formule, je dirais, prendre soin de la ressource aujourd'hui, c'est prévenir une coupure irréversible demain. Ensuite, il n'y a pas que les entreprises qui doivent s'y coller, c'est tout le monde en fait. Donc là, on fait un focus sur les entreprises, mais elles attendent aussi de tous les acteurs des aides financières, une réglementation adaptée et renforcée. Puis bon, ceux qui ont fait des économies d'eau doivent pouvoir dialoguer régulièrement avec les autorités locales pour ne pas être impactés de la même façon que ceux qui n'ont fait aucun effort jusqu'à présent sur le sujet. Donc c'est l'objet de négociations.
Ensuite, des repères de consommation, on en a parlé, parce que finalement, ils savent pas trop, finalement, ils n'ont pas de référence sur est-ce que je consomme beaucoup, pas beaucoup. Je peux comparer avec la période de l'année dernière avant que je mette en place tel et tel équipement, ou telle et telle mesure, mais concrètement, par rapport à mes concurrents, comment je suis sur le sujet. Voilà, ça c'est pas accessible actuellement. Ensuite, la connaissance de solutions innovantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup chez nous d'offreurs de solutions et ils sont moins connus, ils ont trouvé des marchés internationaux en premier puisque le sujet n'était pas prioritaire chez nous. Donc souvent, ils sont internationalisés. Et puis peut-être, ils sont moins démarchés aussi parce que souvent, c'est avec l'opportunité d'aide financière, ça fait partie de l'actualité. Là, ils reviennent un peu sur le devant de la scène. Mais il en existe et donc, il y a des technologies qui se développent, même si elles sont moins connues. Donc, on fait la chasse aux circuits perdus. Les pompes et les boucles de refroidissement fermées sont plus courantes qu'il y a 10 ans. Avant, tout était un circuit perdu. Donc là, il y a quand même une évolution des technologies sèches aussi, de plus en plus présentes sur le marché, ce qui a été souligné par des entreprises. Donc, il y a quand même une innovation sur le sujet, mais peu connue. Ensuite, valoriser les bonnes pratiques, puis rendre lisibles tous ces efforts-là à travers un éco-score. Et enfin, on a déjà parlé du dialogue régulier avec les autorités, puisque derrière, quand on met tout ça en place, c'est bien de communiquer et d'avoir des personnes ressources aussi pour nous appuyer et nous orienter. Je passe maintenant la parole à Émilie sur la partie politique. Merci. Donc, effectivement, comme pour les professionnels de l'agroalimentaire, nous avons consulté des professionnels de la parfumerie cosmétique dans le cadre de notre étude, que ce soit via des entretiens individuels ou via l'organisation d'un atelier d'intelligence collective. Alors, les professionnels consultés dans le cadre de l'étude se sont tous accordés, comme dans l'agroalimentaire, sur le fait que l'eau était une ressource essentielle pour exercer leur activité. Sans elle, il est clair que l'activité est impossible puisqu'elle intervient dans toutes les phases du process de production, que ce soit la formulation des produits, les process industriels en eux-mêmes, comme l'extraction de matières premières ou la purification de l'eau, mais également dans la sécurité incendie, puisque nombreuses des entreprises de la filière parfumerie cosmétique sont classées ICPE et sont soumises à une réglementation très spécifique en matière d'exercice incendie qui implique des consommations d'eau élevées. Et enfin, donc, l'usage plutôt traditionnel donc pour répondre aux usages des employés. Bien que les professionnels soient tous conscients de l'importance du sujet de l'eau, la mise en œuvre de mesures concrètes pour en améliorer la gestion n'est pas systématique. Elle varie considérablement d'une entreprise cosmétique ou parfumerie à l'autre, en fonction notamment de la culture d'entreprise, de sa structure juridique ou encore de son degré de dépendance à l'eau, puisque par exemple, les savonneries vont utiliser moins d'eau que d'autres entreprises du secteur. Le faible nombre de mesures mises en œuvre est principalement justifié par une absence de contraintes économiques et réglementaires sur le sujet, qu'il s'agisse du volume d'eau consommé et même sur la gestion de la ressource. En effet, Claudie l'a déjà évoqué, comparé à d'autres sources d'énergie comme l'électricité, le prix de l'eau est jugé plutôt bas et la rentabilité des investissements s'effectue donc à plus long terme. Et la direction choisit d'orienter ses efforts sur les sujets qui ont un impact financier plus important sur les charges de l'entreprise. Alors, les professionnels ont également évoqué un certain nombre de freins. Alors, hop, je passe la slide. Donc, et de contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de mesures pour une meilleure gestion de l'eau au sein de leur entreprise. Donc, premièrement, le coût des équipements et des investissements. Il est vrai que ces derniers sont conséquents financièrement et humainement et ne sont pas à la portée de toutes les entreprises, d'autant plus qu'ils ne sont pas forcément jugés prioritaires par la direction. La mutualisation des efforts financiers qui pourraient être envisagés entre professionnels, notamment via des consortiums d'entreprises pour réduire les coûts des technologies, est confrontée en parfumerie cosmétique et principalement sur le volet R&D au secret de fabrication et à l'avantage concurrentiel qui est associé.
En second lieu, les professionnels ont insisté sur l'absence de vision des pratiques de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Parce que même si eux sont engagés dans une démarche de sobriété hydrique, ce n'est pas forcément le cas de leurs partenaires économiques. Et pour leurs clients, le prix reste souvent un critère déterminant, peu importe les mesures qu'ils mettent en œuvre sur la sobriété hydrique. Et dans le cas de la parfumerie cosmétique, se pose aussi la question du consommateur final, qui n'est pas toujours prêt à renoncer à certains de ces produits, comme le gel douche par exemple, en faveur d'une meilleure sobriété hydrique. Enfin, les professionnels consultés dans le cadre de l'étude ont insisté sur la notion de transfert d'impact et ont rappelé que la stratégie environnementale de leur entreprise portait sur l'ensemble des consommations énergétiques générées par leur dispositif de production et pas uniquement sur l'eau. Et d'autant plus que la mise en œuvre de mesures de sobriété hydrique pouvait impacter et renforcer leur consommation électrique. Et entre les deux, le choix était vite fait et se portait plutôt sur le fait de ne pas augmenter leur consommation électrique et la facture associée. Alors, une fois tous ces freins identifiés, les entreprises qui ont participé notamment à l'atelier d'intelligence collective ont formulé un ensemble de recommandations d'actions pour une meilleure gestion de l'eau dans la filière parfumerie cosmétique. Donc, ces recommandations s'organisent autour de 4 axes: le suivi des consommations d'eau, la mise en œuvre d'un process de production plus hydro-responsable, le déploiement de dispositions économiques et réglementaires pour un meilleur accompagnement des acteurs de la filière et le renforcement des actions d'information et de sensibilisation. Donc, à noter que chacun de ces axes et la série de recommandations qui en découlent sont fortement interdépendants les uns des autres et la mise en œuvre de l'un nécessite la mise en œuvre souvent d'une autre action complémentaire. Donc, le premier sujet, c'est évidemment la mesure et pas une seule grosse mesure, mais beaucoup de mesures. Chaque entreprise devrait être en effet en capacité de mesurer sa consommation d'eau, mais également d'en interpréter les résultats qui en découlent. Et on pourrait donc se demander pourquoi ne pas installer donc des outils numériques de suivi donc sur les principaux postes de consommation d'eau, mais également de réaliser des audits réguliers de performance hydrique pour savoir comment analyser justement les résultats issus de ces outils de comptage. Pour être encore plus efficace, les professionnels ont insisté sur le fait que cette action devait être accompagnée par le déploiement d'un observatoire des consommations d'eau à l'échelle de leur filière, ce qui leur permettrait en fait d'échanger, mais aussi de se comparer, parce que à l'heure actuelle, même s'ils ont la connaissance de leur consommation en eau, il est difficile pour eux de savoir si celle-ci est inférieure ou supérieure à une consommation d'eau moyenne. Le second axe d'amélioration concerne le process de production en lui-même et la capacité à le rendre plus hydro-responsable, donc dans toutes les phases qui le composent, qu'il s'agisse donc de la formulation et des caractéristiques des produits, donc à l'image par exemple des cosmétiques solides ou le développement de produits multi-usages, donc un shampoing qui fait shampoing après shampoing, le gel douche et qui impliquerait une consommation d'eau moindre. Mais cela inclut de la part de l'entreprise de renforcer sa politique de renoncement aux produits. Donc l'entreprise doit être en mesure de dire non, je ne lancerai pas ce produit puisqu'il ne respecte pas les critères de sobriété hydrique qu'elle s'est fixés. Les procédés de production sont également des leviers d'action intéressants et ils consistent essentiellement à renforcer l'utilisation d'équipements et de procédés techniques plus économes en eau, mais également à généraliser les systèmes de récupération des eaux pour tendre vers une réutilisation entre guillemets à l'infini.
Donc bien sûr, la mise en œuvre de ces transformations implique d'importants investissements R&D et financiers, et qu'il convient d'accompagner, notamment pour les petites entreprises. Les professionnels ont largement insisté sur le fait donc de raisonner sur l'intégralité du cycle de production. Je l'évoquais tout à l'heure, donc sur les sous-traitants et les fournisseurs, et la capacité en fait de réaliser des audits, qui est pour l'heure actuelle une chose très complexe à mener. Donc il s'agirait de les faciliter, mais également d'évaluer en fait les transferts d'impact écologique que provoque la mise en œuvre de mesures de sobriété hydrique. Alors, comme évoqué précédemment, les tarifs de l'eau sont actuellement inférieurs au prix de l'électricité, ce qui rend complexe la justification des investissements au sein de l'entreprise. Aussi, ajuster le prix de l'eau pourrait conduire à adopter des pratiques de gestion hydrique plus responsables. Donc, plusieurs moyens sont envisageables. Une tarification progressive de l'eau, hein, donc en fonction peut-être de du volume de consommation, mais également d'un water score. Ensuite, pourquoi pas des taxes ou un système de bonus-malus qui pourrait aussi se baser en fonction de ce water score ou des volumes d'eau consommés. Ensuite, je l'ai déjà évoqué, il est indispensable de faciliter l'accès aux entreprises, aux équipements nouvelle génération et à la R&D, puisque ces prix sont pour l'instant encore très élevés. Donc là encore, il y a plusieurs modalités envisageables, des aides financières. Et ensuite, les professionnels ont évoqué l'idée de plafonner le prix des nouvelles technologies, ou encore de mutualiser les efforts, notamment par l'intégration à des consortiums d'entreprises, avec le bémol déjà évoqué sur la R&D. Enfin, la question de l'encadrement est parue essentielle pour initier le changement. Notamment le renforcement des dispositions légales. Donc, plusieurs sujets sont à investiguer, comme le suivi, pourquoi pas obligatoire, des consommations d'eau au sein de chaque entreprise, ou encore l'installation de systèmes de récupération des eaux usées en amont, de toute construction de nouvelles usines, comme cela est déjà développé au Japon. Et enfin, le dernier axe, donc c'est l'information et la sensibilisation, puisque dans le secteur parfumerie cosmétique, cette sensibilisation dépasse le seul périmètre de l'entreprise. C'est l'ensemble des acteurs participant au cycle de vie des produits qu'il convient de sensibiliser. Donc, à l'écran, plusieurs propositions pourraient y parvenir. Donc, notamment la création d'un système de notation de type WaterScore ou Nutri-Score, que l'on peut voir sur les produits alimentaires, qui intégrerait donc le niveau de performance hydrique des entreprises, et qui pourrait ensuite être apposé à chaque entreprise, ou pour faciliter les audits notamment. Pourquoi pas aussi l'utilisation d'un prix corrigé de l'eau, qui intégrerait en fait tous les impacts que l'utilisation de la ressource provoque, et qui permettrait de conscientiser les acteurs sur le réel coût de l'eau. Et enfin, il s'agit aussi d'intégrer la sobriété hydrique comme objectif de l'entreprise, que ce soit individuel et collectif, afin de faire de cette question un enjeu collectif, du moins un levier de performance collective. Et concernant le grand public, pourquoi pas envisager un élargissement des canaux de communication, donc, et de sensibiliser le plus grand nombre, à l'image de ce qui a pu être fait un temps sur les antibiotiques, où nous avions des spots publicitaires. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais sensibiliser sur les nouveaux produits cosmétiques, sur les produits solides, et aussi sensibiliser les plus jeunes via des actions, pourquoi pas dans le cadre pédagogique dans les écoles.
Donc voilà, donc une dernière fois, nous souhaitions remercier tous les professionnels qui avaient contribué à notre étude, hein, que ce soit dans le cadre des entretiens, mais également des ateliers d'intelligence collective. Ils sont cités à l'écran et voilà, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que tous les acteurs de chaque département se sont mobilisés et ont permis de bien restituer les problématiques sur la question de la ressource en eau. Oui, merci Émilie et merci à tous les contributeurs. Alors on conclut, puisqu'on va laisser la parole à l'Agence de l'eau sur les aides financières aux entreprises. Alors du coup on n'a plus trop le temps après pour les questions-réponses, mais on fera vite et on reviendra vers certains. Globalement, ce qui est important, c'est que même si on a approfondi 2 secteurs, on peut commencer. Il y a beaucoup de solutions qui ont été ou de recommandations qui ont été énoncées qui sont applicables à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, pour conclure, on veut concerner tout le monde et donc ça part de piloter leurs ressources, impliquer les parties prenantes, utiliser des solutions simples. On en a parlé tout à l'heure, régulateur de pression, mousseur d'eau, détecteur optique, récupération d'eau de pluie, des investissements qui n'ont pas besoin d'être planifiés vraiment. Et puis ensuite, commencer à dialoguer avec les autorités locales pour, dans l'identification des pistes d'amélioration basées sur les étapes précédentes et définir un plan d'action pour mobiliser ensuite les aides financières et ne pas oublier de communiquer sur tous les progrès. Donc ça, c'est pour dire que dès aujourd'hui, il y a des choses qui sont accessibles à toutes les entreprises. Et ensuite, effectivement, pour économiser beaucoup d'eau, peut-être qu'il va falloir aussi aller plus loin et prévoir aussi un plan d'action. J'irai très vite, c'est simplement pour dire que ça, c'est peut-être pour une industrie, tous les pans qui interagissent et au centre, toujours au cœur de la démarche, le pilotage de la ressource qui alimente tous ces volets-là à déployer pour une stratégie de sobriété hydrique. Alors, question-réponse, il est déjà 11h02, donc on a un peu écoulé le temps, on a répondu un petit peu au fil de l'eau. Merci à tous ceux qui ont répondu dans le chat, j'ai vu que c'était riche. Je répondrai très rapidement, mais on reviendra vers vous aussi ensuite. Pour les chiffres du BTP, ceux qui ont demandé, c'est dans l'étude, vous pouvez scanner le QR code, à savoir qu'on a uniquement l'amont de la filière et pas l'aval, puisqu'on a les industries extractives, fabrication de matériaux non métalliques. En revanche, la partie aval, c'est compliqué, puisque souvent, en mise en œuvre, on se raccorde au client, donc on n'a pas pu tracer cette partie, mais vous avez les détails dans l'étude. Autre point qui a été soulevé, c'est les motivations. Donc, je reviens dessus. Peut-être entre-temps, vous avez eu les réponses. J'ai vu, merci, certains ont répondu aussi là-dessus. C'est vraiment, en gros, si on réduit de 20% par restriction ma consommation d'eau, je réduis de 20% ma production parce que je sais pas faire sans. Voilà. Donc, clairement, c'est difficulté d'approvisionnement, difficulté sur le coût de qualité de l'eau, des traitements de l'eau. Et puis, derrière, on avait un peu dans la diapositive motiver et convaincre la direction. Ce sont les aides financières qui encouragent. Donc, c'est des opportunités. Sachant que le prix de l'eau va augmenter aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'autant faire l'investissement le plus tôt possible pour rentabiliser, justement. Les contraintes réglementaires vont devenir de plus en plus fortes, conformément à la disponibilité de la ressource et à sa qualité. Les démarches RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, forcément, sociétale de l'entreprise, pardon. Mais forcément, il faut considérer la ressource naturelle que l'on utilise et puis et qu'on restitue au milieu aussi, les économies financières que ça représente et surtout des questions de vulnérabilité, de gestion des risques, vulnérabilité économique aussi pour ces entreprises-là. Donc voilà, c'était rapidement pour faire le tour. Il y aura beaucoup de choses à dire. Fanny Morel parlait de restaurer le cycle de l'eau en désimperméabilisant les sols, bien sûr. Alors là, on s'est focalisé sur les recos, plutôt sur les entreprises. Et c'est vrai que les entreprises en ont parlé, c'est-à-dire que forcément, elles attendent aussi que les sols soient désimperméabilisés et que y a moins d'inondations de ce fait aussi qui soient dévastatrices. Donc il y a aussi des attentes sur les acteurs publics qui agissent sur ces sujets-là. Voilà, donc simplement, on reviendra vers vous pour ceux à qui on n'a pas pu répondre et je passe la parole à l'Agence de l'eau pour démarrer sur le nouveau programme d'intervention 2025-2030 avec un focus sur les aides aux entreprises. Merci. Merci Claudie. Alors j'ai bien compris en introduction, hein, Claudie, que
j'avais aussi besoin de resituer l'agence de l'eau, son rôle, parce que c'est vrai que vous l'avez compris, on a une organisation qui est un peu différente du périmètre que vous connaissez, les classiques périmètres administratifs des départements, des régions. Donc, il faut bien comprendre que voilà, l'agence de l'eau, on est un établissement public qui est vraiment dédié à l'eau sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et à leur création dans les années 60, eh bien, on a imaginé une organisation assez novatrice qui était vraiment calée sur les bassins hydrographiques. Donc voilà, pour vous situer aujourd'hui, je représente ici l'agence de l'eau du bassin Rhône-Méditerranée et Corse. Donc il y a 6 agences de l'eau métropolitaines, plus le bassin de la Corse. Il se trouve que nous sommes au bassin Rhône-Méditerranée-Corse, nous avons plusieurs représentations qu'on appelle des délégations, et donc moi-même et mes collègues pour représenter la région PACA, nous sommes basés à Marseille, et il se trouve qu'on gère aussi donc le bassin de la Corse. Ça vous permettra de comprendre pourquoi, eh bien, en fait, il peut y avoir d'un bassin hydrographique à l'autre des agences de l'eau avec des accompagnements qui peuvent être différents. Donc vraiment, là, je vais vous parler de l'accompagnement de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Ce qu'il faut aussi entendre, et c'est vrai que Claudie, tu as bien insisté sur le prix de l'eau. Il se trouve que à leur création, les agences de l'eau ont appliqué aussi un principe fiscal qui lui permet d'avoir une grande autonomie budgétaire, qui est donc le principe pollueur-payeur et préleveur-payeur, ce qui fait que en fait tous les usagers de l'eau paient à un moment donné un impôt qui est calculé soit en fonction du volume qu'ils prélèvent dans le milieu naturel, soit en fonction de sa consommation, consommation plutôt d'eau potable du coup, ou encore par rapport à ses rejets de pollution. Ces redevances, c'est vraiment notre source de revenus aux agences de l'eau. Donc c'est vraiment une sorte de mutuelle de l'eau où l'objectif, c'est que l'eau paye l'eau. Donc en fait, on va ces recettes fiscales vont nous permettre derrière, eh bien, d'accompagner des projets qui contribuent à la mission de l'agence de l'eau, qui est l'atteinte du bon état des eaux. Alors on va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une masse d'eau, un bassin hydrographique en bon état. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que chaque bassin hydrographique présente ses particularités. Donc, subit des pressions. Vous imaginez bien qu'à Artois-Picardie, il n'y a pas les mêmes pressions par rapport aux activités agricoles, industrielles ou par rapport à la démographie. Artois-Picardie ne rencontre pas les mêmes difficultés que Seine-Normandie, par exemple. Et donc, en fait, on a ce qu'on appelle des schémas directeurs des SDAGE par bassin hydrographique qui permettent d'identifier les pressions, les difficultés, on va dire, auxquelles font face les cours d'eau. Et en fait, ça nous donne une feuille de route pour chaque agence de l'eau pour orienter ses financements et donc donner la priorité d'action pour eh bien améliorer la situation des cours d'eau. Je passe. Je vais pas reprendre pourquoi il est important de se mobiliser pour sauver l'eau. Claudie, tu l'as bien dit déjà en introduction. Voilà, ce qu'il faut donc avoir en tête, c'est que l'agence va prioriser ses financements. Elle va le traduire dans ce qu'on appelle un programme d'aide. Ce sont des programmes qui sont votés pour 6 ans. On vient de finir le 11e programme, donc au 31 décembre 2024. Chaque programme d'aide eh bien intègre les améliorations constatées, mais aussi eh bien tu l'as aussi évoqué les évolutions de notre monde, et notamment c'est le changement climatique, c'est les évolutions démographiques. Donc aujourd'hui on n'est pas encore on fait encore des constats qui peuvent être alarmants. Le changement climatique
en plus rend les territoires très vulnérables. Voilà, ce qui fait que on va rentrer là, donc on rentre dans un 12e programme d'aide aujourd'hui qui est vraiment adapté à la situation de notre territoire, mais aussi aux prévisions qu'on en fait par rapport aux différentes à l'évolution de notre monde. Hein. Bon, voilà, notre programme d'aide, il démarre donc en 2025. Vous avez compris, il est voté pour 6 ans. Il se termine en 2030. Il est défini avec un cadre d'intervention qui est précisé. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les fiches, ce qu'on appelle nos fiches aide. C'est le cadre d'intervention de l'Agence de l'eau sur notre site internet. En fin de présentation, tout est repris, donc vous pourrez aller ensuite enquêter de votre côté. Rapidement, c'est dire que ces programmes d'aide, c'est évidemment donc des moyens financiers pour accompagner des territoires, pour accompagner des usagers différents. On parle des usagers agricoles, des collectivités, mais aussi des acteurs économiques. Retenez simplement que on est l'un des rares opérateurs, peut-être le seul opérateur de l'État qui aujourd'hui a un budget en augmentation, hein, parce que par rapport au précédent programme, on a un budget qui augmente de 25%, ce qui est un signe fort, hein, très clairement, d'aller vraiment plus vite, plus fort, en vue d'améliorer la situation, en vue aussi de s'adapter. Et donc, bon, 520 millions d'euros par an d'aide qu'on projette pour évidemment tous les usagers qui contribuent à cet objectif global. Les enjeux, je vais les reprendre, mais c'est très rapide, hein, vous les avez compris. C'est s'adapter au territoire, s'adapter au changement climatique, c'est l'atteinte du bon état des eaux pour nous. Également, un peu, c'est assez nouveau, c'est la reconquête de la biodiversité au travers de tout ce qui est en contact avec les cours d'eau. Et également, c'est la solidarité entre les territoires. Notamment, il y a une notion de rattrapage structurel des territoires plutôt ruraux qui doivent se remettre à niveau par rapport à leurs services d'eau et d'assainissement notamment. Du coup, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est notamment donc le fait que dans ce programme d'aide, l'Agence de l'eau a de vraies modalités pour appuyer le monde économique sur différents types d'opérations. Je vous passe vite parce qu'on est un peu dans la continuité du précédent programme. C'est l'accompagnement autour de la réduction des pollutions. On nous connaissait jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, plutôt sur cette thématique-là. Aujourd'hui, et encore plus fort avec ce 12e programme, c'est l'accompagnement de projets qui visent à des économies d'eau. C'est sur tous les territoires donc du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. L'objectif étant évidemment d'une plus grande sobriété de la consommation en eau. Et tu l'as évoqué rapidement, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais également on pourrait accompagner des projets qui visent à la déconnexion des eaux de pluie, des réseaux, en vue de les infiltrer ou éventuellement de les récupérer. Alors on a des accompagnements qui doivent répondre quand même à certains critères. Alors d'ores et déjà, il y a des projets qui sont exclus d'office. C'est tout ce qui est en lien à la création d'une nouvelle activité ou l'augmentation d'une activité, une augmentation de production, etc. On reste vraiment dans un périmètre d'activité constant pour un site donné. C'est tout ce qui est évidemment opération d'entretien courant des installations. Également, on n'accompagnera pas les entreprises qui seraient en difficulté financière. On est quand même garant du denier public et on souhaite accompagner des projets où on est certain de la pérennité en fait de l'activité.
Et enfin, dans les projets qui pourraient pas être soutenus par l'agence de l'eau, c'est ceux qui visent à répondre à des mises en demeure par arrêté préfectoral. Ensuite, on a des montants minimums de présentation en fait de projets à l'agence qui sont en général à 10 000 € de travaux. Et ensuite, l'accompagnement par rapport au projet qui pourrait être présenté, il est variable selon la taille de l'entreprise, entre 40 et 60%, et dans le respect donc de l'encadrement européen. Donc plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment l'agence de l'eau accompagne les activités industrielles, les acteurs économiques dans la sobriété en eau. Donc, on va aider au travers de ce 12e programme tous les acteurs économiques non agricoles, donc les industries et sociétés, les entreprises qui souhaitent porter sur le territoire du Rhône Méditerranée Corse des études et des travaux qui visent à économiser au moins 2000 mètres cubes par an. Alors, c'est vrai uniquement pour des actions qui sont portées, on va dire, individuellement. Un site qui a un projet, voilà, de faire une étude ou des travaux pour améliorer sa technologie, pour une technologie plus économe en eau, pour éventuellement traiter ses eaux usées en vue de les recycler ou de les réemployer. Si elle veut éventuellement mettre en place des dispositifs de récupération des eaux de pluie, etc. Si c'est une opération vraiment portée individuellement, il faut un minimum de 2000 mètres cubes d'économiser par an qui soit démontré. Du coup, c'est un peu la contrepartie. En condition d'accompagnement de l'agence, eh bien, il faut démontrer d'une diminution effective des prélèvements et de la consommation d'au moins 2000 mètres cubes donc par an, ce qui sous-entend quelque part qu'on a une connaissance. Et c'est vraiment la base de tout à l'agence, c'est on a la connaissance eh bien de sa consommation, des secteurs éventuellement qui ont des difficultés. Donc quelque part, il faut qu'il y ait une existence d'un dispositif de comptage. Si c'est pas le cas, on peut éventuellement imaginer à le mettre en place en même temps qu'on va faire donc une étude ou qu'on va éventuellement lancer les travaux. L'objectif étant vraiment de mesurer le gain effectif de l'opération que l'agence de l'eau aura soutenue. Je pense que je vous ai tout dit. Après, ensuite, on rentre un peu dans la technique financière de l'accompagnement. On plafonnera en fait l'accompagnement des travaux à 40 € par mètre cube économisé. Donc tout l'enjeu de pouvoir évaluer les volumes économisés par l'opération qui serait accompagnée par l'agence de l'eau. Et le taux d'aide, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il est entre 40 et 60% selon la taille de l'entreprise. Ensuite, on va avoir un autre dispositif qui va être mis en place. Alors, autant le dispositif des actions qui seraient portées individuellement, il existe tout au long du programme. Vous avez un projet qui va se lancer. Vous pouvez déposer votre demande d'aide, ce qu'on appelle au fur et à mesure, au fil de l'eau de l'année. Voilà, quand le projet est prêt à démarrer. Autant on va avoir un dispositif d'action, ce qu'on appelle d'action groupée sectorielle, qui marchera plutôt sous appel à projet, appel à manifestation d'intérêt. Donc, il y aura une publication annuellement d'un AMI. Cette année, il est prévu qu'il soit publié dans le courant de l'été 2025. Et donc, il y en aura aussi un en 2026. Voilà, normalement, chaque année, on aura la publication d'un tel dispositif. Donc tenez-vous au courant, pareil, sur notre site internet, parce que ce dispositif va notamment permettre de soutenir des projets plutôt au niveau qui seraient tenus au niveau de branches
de fédérations de professionnels ou d'organismes consulaires, etc. Pour l'animation, des actions de communication, de sensibilisation, où on aiderait donc du coup des structures porteuses de cette opération sectorielle. Et ensuite aussi, on aiderait les travaux qui seraient portés donc par les acteurs économiques qui représentent cette branche d'activité, où là on aurait du coup un peu plus des facilités, on va dire, d'accompagnement, puisque en fait on ne demanderait plus de minimum d'économie d'eau et on aurait un seuil de coût de l'opération présentée à l'agence de l'eau qui serait diminué à 5 000 € de travaux. Et ensuite, on aurait l'accompagnement financier en termes de taux d'aide par rapport au coût du projet, qui serait à 70% pour les structures animatrices, donc celles qui porteraient toutes ces actions de communication, sensibilisation, qui assuraient finalement l'émergence aussi des travaux qui seraient présentés par les acteurs économiques. Et toujours la même règle par rapport aux entreprises, entre 40 et 60% selon la taille de l'entreprise pour ces opérations qui seraient présentées. Je voulais, sur conseil de Claudie, je voulais vous présenter des exemples de projets qui ont été soutenus par l'agence. Alors, soutenus dans le précédent programme, mais en l'occurrence, j'ai essayé de retenir des opérations qui seront soutenues aussi avec ce 12e programme qui permet donc plus d'ouverture. Vous l'avez tous bien évoqué, c'est la mise en circuit fermé des refroidissements. Où on a donc accompagné l'entreprise Charlie Alice sur un site qui est dans la Drôme, donc qui a permis donc la réduction de 76 000 m3 par an de leur prélèvement dans la nappe, en travaillant donc sur la raffineuse. Il y a aussi l'entreprise Fleurette, où là on les a accompagnés pour l'installation justement de débitmètres avec la faveur des travaux qui ont eu lieu sur les lignes de préparation des salades, avec un objectif de réduction entre 8 000 et 16 500 m3 d'eau économisée sur leur consommation d'eau potable, donc sur leur facture d'eau. Également, je voulais citer l'accompagnement qu'on a fait auprès du site de Gévaudan France Naturale, où on a aidé la mise en place d'une filtration en sortie de leur station d'épuration. L'objectif étant de se substituer à leur prélèvement dans la nappe pour irriguer leurs espaces verts. Et également un autre projet accompagné, donc plutôt en lien avec l'amélioration de la connaissance. C'est sur le site d'EPC France, qui est un site qui produit des explosifs à usage civil, basé à Saint-Martin-de-Crau. Donc, ils ont des gros prélèvements en nappe de Crau. Et donc, ils avaient une vraie volonté d'entreprise de réduire ces prélèvements et l'impact qu'ils ont sur cette nappe, qui est assez stratégique pour le secteur. Et on les a accompagnés dans une prestation d'audit global, mais ça va assez loin, puisque derrière il y avait tout un bilan hydrique qui était réalisé au niveau de l'évolution de leur consommation, identifier les usages, les anomalies éventuellement de consommation qu'ils peuvent avoir, définir une stratégie de mesures complémentaires, donc en fait éventuellement la pose de compteurs de secteur pour mieux identifier les points faibles en fait, éventuellement évaluer aussi et se donner des objectifs d'économie d'eau. Ils ont fait toute une évaluation managériale, donc plutôt côté modalité de gestion de l'eau, évaluer leurs moyens organisationnels. Justement, tu l'évoquais aussi, un référent. Voilà, ils ont essayé d'interroger toute leur organisation finalement pour identifier des axes d'amélioration. Et puis derrière, eh bien définir un plan d'action. L'objectif étant vraiment donc de préparer au passage à l'action en vue de réduire réellement la consommation d'eau.
voilà un peu un large spectre de ce qu'on a, enfin non, un petit spectre plutôt de ce qu'on a pu accompagner. Mais voilà, je vous ai exposé un peu toutes les situations qu'on pouvait accompagner. N'hésitez pas à solliciter les agents de l'agence de l'eau. Donc pour PACA, à la délégation de Marseille, on a rappelé ici le contact. Consultez notre site internet où vous retrouverez toutes les fiches aides qui redéfinissent bien le cadre d'intervention et d'accompagnement de l'agence de l'eau. Et surtout, j'ai envie de dire, pour les projets que vous êtes en train d'imaginer, selon la volonté, voilà, et les ambitions que vous avez, n'hésitez pas en amont du lancement du projet à vous rapprocher de l'agence de l'eau pour qu'on puisse au besoin recadrer ou voilà rediriger votre expression de besoin pour assurer en fait le meilleur accompagnement de l'agence de l'eau. Voilà, je voulais terminer sur cette conclusion. J'espère que j'ai pas trop débordé. Non, c'est parfait. Merci Anne-Sophie. Je pense qu'on est bien. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Il nous reste 5 minutes s'il y a des questions sur ces aides-là. En tout cas, ils ont vos coordonnées. Il y a le lien pour la consultation des fiches en bas de page. Donc, vous pouvez télécharger ce support de présentation justement sur la plateforme là directement à l'issue du webinaire. Et puis, vous recevrez un email avec des éléments également. Je vois pas de nouvelles questions sur les aides. François a répondu à la première question pour les stations de lavage. François, d'autres précisions ou c'est OK? On a porté, oui, j'ai mis le lien sur l'ensemble des fiches aides. Peut-être dire un petit mot sur le fait que jusqu'à maintenant j'ai suivi cette étude et merci pour toute cette présentation et les résultats qui sont intéressants, qui nous donnent une photographie voilà, de comment est utilisée l'eau dans le domaine des activités économiques au niveau de la région PACA, avec quand même une petite surprise. On aurait pu penser que c'était les grosses industries qui consommaient beaucoup. En fait, on voit que c'est les administrations, etc., les services. Donc, c'est plutôt de la consommation d'eau potable. Voilà, donc merci pour tout ce travail qui nous donne un peu des pistes de travail pour ce programme-là que vous a présenté Anne-Sophie. Peut-être dire que Anne-Sophie l'a peut-être pas dit, mais qu'on s'est organisé à la délégation de Marseille et que moi donc je passe le relais à Anne-Sophie et Anne-Sophie sera désormais votre contact au niveau de la région PACA. Après, ça pourra se décliner sur chaque territoire, mais ça sera votre contact pour toutes les activités économiques du 12e programme et qui va bien nous occuper, notamment sur ce sujet de la ressource en eau et des économies d'eau. Merci. Il me reste à remercier, merci François, et merci à tous à la fois pour vous être mobilisés. C'est vrai que le format est un peu long, mais on avait beaucoup de choses à vous dire. Donc, vous êtes 70 à la fin du webinaire, donc c'est vraiment super. Donc, ça veut dire que le sujet vous a intéressé. Voilà, on voulait pas trop couper. Il y a bien sûr, on pourrait dire beaucoup plus de choses. Je vous invite à consulter l'étude en entier, les supports aussi, et de vous rapprocher aussi de l'agence de l'eau en cas de questions sur les aides. En tout cas, merci, un grand merci pour votre mobilisation, votre participation. Ça prouve que ces enjeux-là, ils sont de mieux en mieux intégrés. Et voilà. Un grand merci à tous. Vous avez accès à tous les éléments et peut-être à bientôt sur ces sujets alors. Peut-être Claudie, si je peux me permettre, avant de terminer, voilà, de rappeler qu'au sein de vos CCI, vous avez aussi des conseillers spécialisés sur ces questions et qui peuvent vous accompagner au-delà des aides que peut apporter l'agence de l'eau, voilà, qui peuvent être un accompagnement supplémentaire, donc de ne pas hésiter à se rapprocher d'eux. Oui, c'est vrai que je l'avais donné au début, mais peut-être des personnes nous ont rejoint entre-temps. Donc, les conseillers en transition éco aussi sont là pour vous aider et peut-être vous mobiliseront sur certains événements. Merci encore. Bonne fin de journée et puis à bientôt pour la plupart. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.